L'Union européenne menace donc la Pologne d'enclencher une procédure qui pourrait à terme suspendre Varsovie de ses droits de vote au sein du Conseil de l'Europe. Nous on en parle avec à mes côtés Johanna Lasserre, membre du bureau de l'association Défense de la démocratie en Pologne. Avec vous Françoise Pons, journaliste, présidente du club Grande Europe. Vous êtes aussi l'auteur de cet ouvrage Hongrie, l'angoisse de la disparition, paru l'année dernière, tout comme d'ailleurs votre dernier documentaire L'Église polonaise sous haute pression. Et puis Gauthier Rybinski, bien sûr, que nos téléspectateurs connaissent bien, chroniqueur international ici à France 24. Françoise Pons, vous vouliez réagir sur la question effectivement des intentions finalement qui animent l'Union européenne aujourd'hui en menaçant la Pologne de sanctions, en d'ailleurs activant d'ores et déjà une procédure qui concerne les tribunaux ordinaires et la désignation des juges, qui considère donc qu'aujourd'hui la séparation des pouvoirs et surtout l'état de droit n'est plus assuré en Pologne. Oui. Alors effectivement, bon, c'est une décision très politique de Bruxelles par rapport à la Pologne, mais quand même, il faut quand même comprendre tout ce contexte par rapport effectivement à l'élimination des scories du communisme, comme disait M. Rybinski, c'est qu'en fait, il faut quand même revenir à 1989, parce que pour comprendre toute la situation du PiS aujourd'hui en Pologne, le PiS n'est pas venu par hasard. Parti droit et justice au pouvoir, pour ceux qui n'ont voilà, donc il n'est pas venu par hasard au pouvoir, en fait, il a été élu, et donc et de manière tout à fait démocratique. Donc si effectivement il est assez acharné sur les communistes et parfois obsessionnel, c'est parce que depuis, il faut remonter à 1989 et à la place que les ex-communistes ont pris à l'époque. Et effectivement, et c'est toujours mal digéré, parce que effectivement, par le Aleksander Kwaśniewski, le premier président démocratique de la Pologne, lui-même issu des rangs de l'ancien parti communiste. Oui, en 2005, et voilà, il est de 2005 jusqu'à 95 jusqu'à 2005. Mais effectivement, pourquoi ? Parce que il y a eu un grand compromis qui s'est créé après 89 entre les ex-communistes et les libéraux pour mener la Pologne vers, effectivement, dans son développement pour la grande transformation et au sein de l'Union européenne. Dans une politique très pro-européenne à l'époque. Oui, dans une politique très pro-européenne. Et donc, cette politique a laissé de côté beaucoup de monde. C'était très libéral, c'est-à-dire les ex-communistes qui sont devenus des sociaux-démocrates ont été extrêmement libéraux. Et donc, et ils ont mené donc une politique d'arrache-pied qui a exclu effectivement aujourd'hui les représentants du PiS. Donc, ils se sont exclus pendant près de 20 ans, sauf la parenthèse de 2005-2007, où d'ailleurs, effectivement, le tribunal constitutionnel a cassé absolument toutes leurs lois. Alors, c'est pour ça que ça explique les réactions d'aujourd'hui. Parce que chat échaudé craint l'eau froide. Vous dites d'une certaine manière, les frères Kaczynski ont été une première fois au pouvoir durant un intermède 2005-2007 en même temps, puisque l'un des deux est resté président, Lech Kaczynski, jusqu'à sa mort en 2010. Mais enfin, ils ont été tous les deux concomitamment au pouvoir. Ils avaient tous les pouvoirs et ça n'a pas suffi. Donc aujourd'hui, eh bien, ils cherchent à, d'une certaine manière, rétablir ce qui ne leur a pas été concédé à l'époque. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, ils ont été exclus, il y a eu beaucoup de laissés pour compte, et quand même, il faut préciser que le PiS, c'est le parti qui, effectivement, a mis au cœur de la politique la solidarité avec les exclus. Donc, ce n'est pas un hasard si le PiS est élu. Oui. Et le tribunal constitutionnel, il faut quand même rappeler que c'est d'abord l'opposition actuelle qui a manipulé le tribunal constitutionnel avant que le PiS, après, n'entre dans ces grandes manœuvres. Dénoyauter le système judiciaire, une forme de spoil system d'une certaine manière à la polonaise, c'est-à-dire en gros ces magistrats qui ont empêché la volonté populaire de s'exprimer, eh bien à présent il faut rétablir l'équilibre, c'est un peu ce que vous dites. Gauthier Rybinski, votre réponse? Oui, il y a de ça. Dans le continuum historique, il y a ça, bien sûr. Simplement, quelles qu'aient été les turpitudes des successeurs du communisme, je pense notamment à tous les scandales de corruption qui ont touché la gauche, ce qu'on appelle la gauche polonaise, dont quelqu'un comme Leszek Miller a été le représentant, etc. Quelle qu'ait été la brutalité aussi de la thérapie
dite libérale en matière économique, dont le père était Leszek Balcerowicz et qui a secoué une Pologne étatisée d'une manière extrêmement brutale, et c'était effectivement au détriment des plus pauvres. Quelle qu'ait été aussi l'arrogance de la plateforme civique à l'époque où Donald Tusk était au pouvoir. Il y a eu aussi des scandales de corruption et des choses surtout qui dénotaient une forme de mépris et d'arrogance vis-à-vis de la part des élites polonaises vis-à-vis du peuple. Bien, une fois qu'on a posé ça, est-ce que cela veut dire que ça excuse, ça explique, mais est-ce que ça excuse, est-ce que ça dédouane la tentative aujourd'hui éminemment liberticide de la part du PiS de fonder une Pologne sur, on disait tout à l'heure et Madame le disait, sur des distinctions qui sont extrêmement mauvais. Quand on vous dit, par exemple, tel auteur est un auteur traître à la Pologne, il ne faut pas le lire. Celui-ci, il vaudrait mieux le lire pour récupérer nos fondamentaux. Nos souverainistes, ici français, apprécieront sans doute. Je veux dire par là que, quand vous savez que le pouvoir de l'Église, qui était étroitement associé au PiS, a la capacité, dans certaines régions de Pologne, dans certaines campagnes, de faire quasiment du porte-à-porte pour dire aux citoyens, vous savez, ce soir, à la télévision, alors déjà la télévision, ce que disait Gulliver est exact, elle est quand même bien encadrée, mais ce soir à la télévision, il y a certains programmes, il vaut mieux pas que vous les regardiez. C'est pas celui-ci que vous devez regarder, vous devez regarder le programme qui a été validé, que nous avons validé dans le diocèse, etc. Comment appeler ça autrement que la tentative d'une mise au pas, que la tentative d'une création, même si ce ne sont pas des prêtres au pouvoir, mais d'une ambiance théocratique au sein même de l'Union européenne. C'est là que les choses sont très graves. C'est là qu'on ne peut pas tout le temps dire le diktat de Bruxelles, la souveraineté des peuples. Je note d'ailleurs au passage que la Pologne actuelle, ceux qui détiennent le pouvoir en Pologne, jouent énormément d'une forme de martyrologie, en disant « nous sommes ceux que l'on attaque toujours, nous sommes ceux qui ont été attaqués ». Et c'est vrai à travers l'histoire, puisque la Pologne a disparu à 3 reprises de la carte de l'Europe. Mais je veux dire par là qu'à force de gratter les plaies, à force de se poser dans des situations victimaires, évidemment, on est de nature à créer quelque chose qui ressemble à une forme de rétorsion de la part de Bruxelles. J'en terminerai avec une chose, c'est que la question de savoir si on prive la Pologne de son droit de vote dans les institutions européennes, elle est compliquée parce qu'elle nécessite l'unanimité des États européens, et la Hongrie a d'ores et déjà dit qu'elle s'opposerait à ça. Donc ça voudrait dire que si l'Europe voulait arriver à ses fins, il faudrait qu'elle pointe du même doigt ou des 2 doigts simultanément et la Hongrie et la Pologne pour que l'une et l'autre ne puissent pas céder par un droit de veto. Et justement, écoutez ce qu'en dit le Premier ministre polonais Viktor Orban. Dans l'intérêt national et dans l'intérêt de l'Europe et de la Pologne, nous devons être clairs sur le fait que la procédure inquisitoire à l'encontre de la Pologne n'aboutira pas, car la Hongrie utilisera tous les recours légaux au sein de l'Union européenne. Voilà, Premier ministre hongrois et non pas polonais, vous aurez rectifié de vous-même, Johanna Lasserre. La fronde s'organise déjà en Europe ? Oui, bien sûr. Je voulais juste dire une chose qui est peut-être naïve de ma part, mais je voudrais dire que l'Union européenne se bat aussi pour la Pologne, pour la maintenir dans ses rangs, parce que ça serait catastrophique si la Pologne vraiment s'éloignait ou sortait. C'est un combat pour les Polonais. Non, ce que je veux dire, c'est un combat pour les Polonais, bien sûr, mais c'est aussi un combat pour l'Union européenne, pour l'Europe, tout simplement. La Pologne apporte beaucoup à l'Europe. Dans les années précédentes, avant ce gouvernement, la Pologne était un grand pays de l'Europe centrale et de l'Europe tout court, et apportait énormément de choses. Économiquement, l'un de ceux qui a le mieux résisté à la crise de 2007-2008. Par son inventivité, par sa créativité. C'est un grand pays. Hein, Oui, mais là, quand même... attendez, parce que... Oui. Allez-y. Je vous laisse terminer, Johanna Lasserre. Allez au bout de votre temps. Oui, je voulais aussi ajouter une petite chose qui vaut la peine d'être dite, c'est que le gouvernement PiS a été effectivement élu démocratiquement, mais il n'a pas été élu pour démanteler l'état des droits. C'est pas son mandat. Et je pense que suite à... Ça ne figurait pas à son programme ? Non. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, mais pas sous cette forme, évidemment, mais la réforme des tribunaux. Parce qu'on connaissait déjà, comme Madame l'a mentionné, on connaissait déjà ces gouvernements.
On connaissait surtout les frères Kaczynski et leurs plus proches ministres, comme Macierewicz. Voilà, donc on s'organise tout à fait. La pression va, je pense, va être aussi bien que possible maintenue courant les mois d'été. Le mois d'août, c'est traditionnellement pour la Pologne un mois où on peut très bien se mobiliser beaucoup. Et donc, on espère que par nos efforts conjoints avec la Commission européenne, où je crois beaucoup d'ONG ont réalisé un lobbying assez fort aussi pour ça, on va peut-être obtenir quelque chose. Cet article 7, Françoise Pons, du traité de l'Union européenne, celui par lequel l'Union menace de suspendre les droits de vote de la Pologne, s'il n'a jamais été jusqu'à présent mise en œuvre, ce serait une première. C'est un pétard mouillé, là, puisqu'on voit d'emblée que, d'une certaine manière, la Hongrie, de toute manière, ne signera pas, ne votera pas. Oui, l'Autriche avait été menacée il y a quelques années. Et de toute façon, on ne sait pas si c'est plutôt contre-productif, en fait, cet article 7, parce que ça cristallise quand même les positions, en fait. Il y a vraiment une très forte division dans la société polonaise, et je ne vois pas où l'on va chercher que le PiS veut sortir de l'Europe. Ça, c'est un mystère, parce que justement, il y a beaucoup d'intérêt avec l'Europe, donc je ne vois pas qu'ils veuillent un peu changer, qu'ils soient souverainistes, ok, mais vraiment dire que ça y est, c'était, on parle au passé, non. Ensuite, donc et du coup, effectivement, on a mal compris, je trouve, dans nos pays, parce que où l'on connaît très mal les pays d'Europe centrale et orientale. Les prises de position du groupe de Visegrad, par exemple, mais, pour vous. Excusez-moi, je termine. Oui. Comme on les connaît vraiment très mal, du coup, cette division profonde de la société, on ne la voit pas très bien. Et or, elle est extrêmement forte. C'est pas et là, il y a quand même aussi des raisons là-dessus. Alors, l'idée de mettre de l'huile sur le feu, donc ça radicalise tout le monde, ça cristallise toutes les positions. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Par exemple, Orban, je veux dire que les critiques absolument tous azimuts, et sans hiérarchie. Alors là, vraiment, tout est passé à la moulinette, mais sans hiérarchisation, rien. Eh bien, certainement, ça a favorisé la réélection de Viktor Orban. Bon, il aurait été réélu certainement, mais ça a renforcé. Mais donc, je ne sais pas si c'est je veux dire, il faut quand même apprendre à connaître ces pays pour être un tout petit peu plus nuancé. Parce que je dirais, monsieur, que le porte-à-porte, vraiment pour les films à ne pas voir ou les choses à ne pas voir, je veux dire, peut-être ça ne date pas... Vraiment, ça ne date pas d'hier. Enfin, ça ne date pas du PiS au pouvoir. Je veux dire, l'Église polonaise a toujours été comme ça. Donc, je ne vois pas vraiment ce que ça change. Je veux dire, l'Église est toujours... voilà, et quand un État la laisse agir de la sorte... C'est ça le problème, c'est la collusion. C'est la collusion. C'est pas, bien sûr que ça n'a rien de nouveau. Tout le monde est libre en Pologne, enfin, vous savez bien. De quoi je veux dire, ils peuvent aller faire du porte-à-porte s'ils le veulent. Moi, je ne savais pas cette histoire de porte-à-porte. Mais bon, on sait très bien, les prêtres, j'ai été filmé, tout ça, on sait très bien leur position. Je veux dire, et on sait très bien ce qu'ils disent à leurs ouages. Est-ce que ça veut dire que ça ne participe pas d'un mouvement de conditionnement aussi, de tentative de conditionnement de la population? Ne me dites pas que tout ça est innocent et anodin. La société polonaise, les catholiques polonaises, c'est très, très diversifié. C'est pas du tout, c'est pas monolithique du tout. Mais quand l'époque vient où l'Église, par exemple, elle n'a pas toujours systématiquement le même comportement. Quand elle se sent pousser des ailes, c'est en général que le projet politique et que le pouvoir politique lui laisse une certaine marge de manœuvre. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, ça n'est pas... Elle l'avait avant. Jamais Tusk n'a été contre l'Église. Il n'a jamais été contre l'Église. C'est Eva Kopacz qui a transformé la dernière année en 2015. Mais avant, mais jamais. Pourquoi? Parce que les catholiques, ce sont les électeurs. Ce sont principalement des catholiques. Donc, on ne va pas se mettre à dos des catholiques non plus. Enfin, non, je veux dire, mais bien sûr. Mais vous comprenez bien que, par exemple, on parlait tout à l'heure de la place de la femme et des droits qui lui sont accordés. Ça n'est pas tout à fait la même politique qui est menée quand on a au pouvoir quelqu'un comme Tusk ou autrefois Kwaśniewski que quand on a aujourd'hui un Kaczynski ou une Beata Szydło. Vous n'allez pas me dire que c'est la même orientation vis-à-vis, par exemple,
du droit des femmes ou vis-à-vis de, j'allais dire, de l'enseignement, de la littérature à l'école. Et Johanna Lasserre. Et moi, je voudrais juste ajouter à cette discussion sur l'Église, c'est que quand même, il me semble que jamais l'Église n'a eu en Pologne, depuis la chute du système communiste, sur la place publique, dans l'espace public qu'elle a aujourd'hui. Ça, c'est quand même... pardon ? Un tel pouvoir. Une présence encouragée, voire installée par le gouvernement, par le pouvoir. Et les pèlerinages, par exemple, que le gouvernement entier fait à Częstochowa, c'est quand même insensé. C'était quand même pas comme ça avant. Fait un pèlerinage. Non, mais plusieurs ministres, avec la propagande des télévisions dont on a parlé. Le gouvernement le fait. Et c'est pas tout à fait anecdotique que les prêtres font de porte à porte. Malheureusement, l'émaillage du pays, c'est fait par l'Église aujourd'hui. Un mot, Françoise Pons, vous évoquiez, vous disiez que rien n'indique aujourd'hui, évidemment, qu'il y ait une volonté de sortie de l'Union européenne, de la Pologne, du gouvernement polonais actuel du moins. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté en tout cas d'autonomie en matière de politique étrangère quand on regarde la diplomatie du groupe de Visegrad dans son ensemble? Donald Trump, on l'avait été reçu dernièrement en Pologne et on le sait, il y a des tiraillements sans doute sur la politique à avoir vis-à-vis de l'OTAN, l'idée même d'une défense européenne qui est vécue sans doute avec... pas mal d'anxiété de ce côté-là de l'Europe. Et puis également la venue de Benjamin Netanyahou la semaine dernière, cette fois en Hongrie, pour demander à ces pays de faire pression. Ils s'y sont engagés d'ailleurs sur la politique de l'Union européenne à l'égard d'Israël. Oui, mais en fait, ces pays essaient d'avoir une diplomatie, en fait, je veux dire, ils essaient d'exister. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, ils ont été quand même sujets. Jacques Delors le disait, que toute cette procédure d'intégration dans l'Union européenne faisait qu'ils étaient sujets. Et on les a vraiment considérés comme sujets. Et c'est ça, peut-être, qui fait que maintenant, vous avez quelque chose de un peu violent, disons, de très réactifs, parce qu'ils veulent être vraiment acteurs. Voilà, et c'est ça. Donc là, si l'initiative de Visegrad, c'est vraiment très lié aux migrants, parce que ça a toujours... Enfin, ça n'a pas très bien marché, Visegrad, parce qu'ils sont... en fait, ces pays sont plus tournés vers chacun des pays ouest européens qu'entre eux. Mais là, Visegrad, et puis les positions ne sont pas tout à fait les mêmes. Et là, pour les migrants, pour le coup, oui, ça, c'est quelque chose qui les a unis. Maintenant, avec Benjamin Netanyahou, OK, avec les Balkans aussi, peut-être c'est-à-dire, on pourrait peut-être les utiliser parce qu'ils connaissent très bien les Balkans, peut-être de manière positive, parce que il y a cette volonté de reconnaissance aussi, je pense, dans l'Union européenne qu'ils n'ont pas encore. Voilà. Simplement, c'est une réaction à la crise des migrants, c'est un peu un poisson pilote, ou est-ce qu'il y a vraiment la volonté sur la question des migrants d'une position spécifique? On sait que ce groupe, il est né notamment du ressentiment, en tout cas du ressenti de cette crise des migrants. Oui. En ce qui concerne la Pologne, au sein de ce groupe, il y a manifestement une tentative de préservation d'une entité polonaise qui serait éventuellement perturbée par l'arrivée de migrants. Quand on présente, par exemple, les Syriens, les migrants, les candidats potentiels syriens à la télévision d'État polonaise, on les présente comme souvent des Arabes, je cite, dépenaillés. C'est-à-dire qu'il y a là un danger perçu par le pouvoir polonais qui estime que c'est quelque chose qui est de nature à attaquer la polonité. Alors évidemment, après, on peut se perdre en conjecture sur ce que signifie la polonité. Mais sur ce groupe-là, et c'est là que je m'oppose à ce que vous disiez à l'instant, je pense que la diplomatie du groupe de Visegrad a été beaucoup plus active par le passé. Je pense que quelqu'un comme Radek Sikorski en Pologne, lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, a fait beaucoup de choses. On peut les critiquer, elles n'étaient pas toutes forcément positives. Mais pour placer la Pologne un peu plus sur la scène internationale et sur les capacités dont disposait effectivement le pays pour rayonner de manière diplomatique, beaucoup plus, me semble-t-il, qu'un recul, un repli sur soi, comme celui auquel on assiste aujourd'hui,
par l'intermédiaire d'un Wachekowski ou d'autres personnes de ce type-là. Je ne crois pas qu'il y ait... Bien sûr qu'il y a la volonté d'exister, mais il y a avant tout la volonté d'exister, je dirais, d'une manière profondément... pas solitaire, mais d'une manière profondément identitaire, au sens où nous voulons bien exister dans l'Europe, à condition que nous n'importions pas un certain nombre de choses dont nous ne voulons pas. Et là, quand on parle de ça, on peut parler de valeurs, on peut parler de morale. Ça n'est pas de la marchandise. Bien souvent, la Pologne a donné l'impression d'accepter ce qui était positif en termes de fonds européens et de rejeter ce qui lui semblait être de l'ordre de la morale, de l'intellect, etc., qui ne lui convenait pas. C'est bien là le problème aujourd'hui. Et ce sera le mot de la fin, malheureusement, puisqu'on arrive au terme de ce débat. Je sais, c'est très frustrant, mais on a dépassé malheureusement le temps qui nous était imparti. Merci beaucoup, Françoise Pons. Merci à vous, Johanna Lasserre, ainsi qu'à Gauthier Rybinski. Merci aussi à Gulli Vercrac qui nous a accompagnés pendant quelques minutes au début de ce débat. Restez avec nous, l'actualité continue. Tout de suite, un œil sur les médias. Un œil sur les médias, c'est l'actualité vue du net avec Inès Olagaray. Bonjour Inès. Bonjour. Et Donald Trump déclenche une nouvelle polémique à partir, comme d'habitude, de son compte Twitter. Cette fois, il s'en prend aux personnes transgenres qui, d'après lui, n'ont pas leur place dans l'armée. Voilà, exactement. Ce qu'il dit, c'est que les transgenres engendrent une perturbation et des coûts médicaux supplémentaires. Alors, sur le site de Slate, dans cet article, on nous explique qu'avec le nombre de transgenres qu'il y a dans l'armée américaine, finalement, les coûts médicaux, ce serait 8 millions en plus et que c'est pas grand-chose, finalement, dans les 6 milliards de dollars que le Pentagone alloue tous les ans aux soins médicaux de l'armée américaine. Sur le site de Radio-Canada, là, on regarde la réaction de Aaron Belkin. Il dirige le Palm Center. C'est un centre qui étudie les questions de sexe dans l'armée. Et pour lui, cette annonce de Donald Trump, c'est pire que le Don't Ask, Don't Tell qui imposait le silence aux militaires gays. Alors on a beaucoup de réactions sur Twitter après l'annonce de Donald Trump. Du côté des démocrates, on a l'élu Mark Takano qui dit que Donald Trump s'est attaqué directement à 15 000 transgenres qui, eux, risquent leur vie pour défendre la liberté et que du coup, c'est vraiment pas courageux de sa part. Du côté des républicains, on a cet autre élu qui dit que Donald Trump a dit à 1 million d'Américains qu'ils n'étaient pas égaux face aux autres Américains, que ça c'était inacceptable de la part d'un président. On a aussi une réaction de la part du planning familial qui dit que les transgenres méritent le soutien, bien évidemment, et pas la discrimination. On a aussi le groupe LGBT au Congrès qui dit que Donald Trump carrément a craché au visage de tous les soldats transgenres. Et puis on a Julian Assange qui s'est lui exprimé aussi sur Twitter et qui dit en fait que cette annonce de Donald Trump c'est tout simplement une diversion, une distraction, une expression qu'a repris le site de AZ Central qui dit que Trump en fait nous a tendu un piège, qu'il s'attend à ce que toutes les personnes bien pensantes qui sont pour l'égalité pour tous les Américains, pour tous les êtres humains, en fait tous ces gens-là sont tombés dans le piège de Donald Trump, sont outragés et finalement détournent le regard d'autres affaires comme par exemple les liens entre l'ingérence de la Russie dans la campagne américaine ou la tentative de réforme de l'Obamacare et que il ne faut pas tomber dans ce piège que Donald Trump se joue de nous. Et on a cette réaction d'un lecteur du New York Times qui dit « Je comprends bien que beaucoup d'entre vous appellent à ne pas tomber dans le piège de la diversion de Donald Trump. Pour vous, c'est un piège, mais pour moi, c'est quand même mon futur, c'est quand même mes droits. Donc, malgré tout, il faut garder le regard et ne pas éviter de tomber dans ce piège et passer à la trappe ce sujet-là. » On parle maintenant d'une rencontre très critiquée qui a eu lieu aujourd'hui à l'Élysée où Emmanuel Macron recevait la chanteuse Rihanna. Voilà, alors c'est Brigitte Macron qui l'a reçue sur le perron de l'Élysée. Voilà la photo, elle a rencontré Emmanuel Macron un peu plus tard à l'intérieur. Alors cette rencontre, elle avait déjà été vivement critiquée en amont puisque par exemple le dimanche, le président français n'était pas présent à l'ouverture de la conférence internationale sur le sida. On lui avait vivement reproché en lui disant qu'il trouvait le temps d'aller rencontrer Rihanna mais pas de venir à l'ouverture de cette conférence. Aujourd'hui, c'est Benoît Hamon qui s'est attaqué à Emmanuel Macron en lui disant qu'il faisait de la diplomatie people, donc en rencontrant Bono Rihanna. Et puis en disant, en parlant de l'aide au développement, alors qu'il vient d'annoncer des coupes justement dans l'aide au développement. Cet article du Soir, lui aussi, dénonce une diplomatie
paillettes. Et puis voilà, on a cet article du Lab européen qui lui a repris un communiqué d'un syndicat de police qui s'appelle Vigie, qui lui avait écrit une lettre ouverte au président de la République le 13 juillet pour demander à être reçu, et qui du coup voilà, demande s'il y a une star du show business qui serait volontaire pour les représenter, pour avoir une petite chance de parler avec le président de la République. Merci beaucoup Inès. Voilà, c'est la fin de cette émission. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.